Il y a le sous-développement matériel et le sous-développement culturel. Or, l'Afrique n'est pas culturellement sous-développée. C'est ce que disait Amadou Hampâté-Bâ dans un extrait sur lequel je suis tombé il y a quelques jours. Il ne m'a pas fallu assez de temps pour faire le lien avec l'architecture. Quand on regarde les architectures traditionnelles africaines, celles qui n'ont jamais été influencées par la modernité imposée à l'époque coloniale, ni dans leur forme, ni dans leur fonction, on les qualifie de pauvres en s'appuyant uniquement sur leur dimension matérielle. On les juge sur les matériaux utilisés, sur les techniques de mise en œuvre. Mais si l'on s'arrête un instant et qu'on observe l'autre face, le côté immatériel, les modes de vie qu'elles façonnaient, leur rapport au vivant, à l'humain, à la communauté, alors elles sont au contraire d'une richesse immense. Autrefois, l'architecture était une affaire collective. C'était une œuvre sociale, jamais individuelle. Ce que l'on salue aujourd'hui sous les termes de co-construction, de participation citoyenne ou de design social existait déjà. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on semble l'avoir totalement oublié. Alors je me suis posé une question simple. Pourquoi lorsqu'il s'agit de parler des architectures traditionnelles africaines, choisit-on systématiquement de les définir par leurs faiblesses? Pourquoi les résumer aux clichés des matériaux dits pauvres, aux méthodes dépassées? Pourquoi ne pas mettre en avant, pour une fois, leur intelligence, leur capacité à intégrer des paramètres que l'on redécouvre aujourd'hui sous les noms d'écologie, de durabilité, d'économie circulaire, etc. Pourquoi pointer du doigt ce qui ne marche plus au lieu de souligner ce qui a toujours fonctionné? Avec un peu de recul, je crois avoir compris une chose. Ce problème ne touche pas seulement l'architecture. Que ce soit sur le plan politique, économique ou culturel, l'Afrique est le seul continent qui continue à être défini par ses faiblesses. Et ce regard négatif, cette image caricaturale qui circule et s'évend, ce n'est pas que les autres qui la construisent, elle est aussi nourrie et soutenue de l'intérieur. Attention, il ne s'agit pas de nier les difficultés que rencontre le continent. Non, il s'agit d'être juste. Juste face au manque que l'on doit combler, mais aussi juste face au bien que l'on doit saluer. La complicité sur le plan architectural se situe dans la réduction des architectures africaines à leur simple forme arrondie et à des matériaux comme la terre, la paille ou encore le bambou. Certes, elles étaient faites de ces matériaux, mais ces matériaux ne sont pas pauvres. Ce qui est pauvre, c'est notre manière de les regarder. Réduire une architecture, une culture, une technique à un simple mot, une étiquette, c'est exactement ce que le philosophe Kasereka Kawahiriri résume en 2 étapes. La réduction et la simplification. Selon lui, pour nier ou ruiner une altérité, on commence par simplifier la complexité du réel, on la noie ensuite dans un imaginaire globalisant. Et c'est exactement ce que l'on fait quand on parle au singulier de l'architecture africaine. L'architecture africaine n'existe pas. Parler d'architecture africaine au singulier, c'est effacer la diversité géographique, climatique, sociale et culturelle du continent. On ne construit pas de la même manière au Sahel, dans les forêts équatoriales ou dans les montagnes du Sud. Il existe des architectures africaines plurielles, riches, différentes. Comme l'Europe ou l'Asie, l'Afrique est multiple. Et c'est justement pour cela qu'il est temps d'arrêter de parler d'une architecture africaine. Elle n'a jamais existé et j'espère qu'elle n'existera jamais, malgré la politique du tout béton qui cherche à tout uniformiser. Mais je pense que les architectures traditionnelles africaines continueront d'être vues comme pauvres. Tant que nous les réduirons à leurs matériaux, à leurs formes, et tant que nous continuerons à les mépriser, le monde en fera de même. Le jour où nous arrêterons de les comparer au béton, à l'acier ou à l'aluminium, le jour où nous accepterons de les regarder pour ce qu'elles sont, efficaces écologiquement, intelligentes économiquement et profondément ancrées dans des cultures vivantes et résilientes, sans ignorer leurs limites, alors ce jour-là, leur véritable puissance pourra en faire réapparaître. Mais alors la vraie question est celle-ci. Quand viendra ce jour? Quand déciderons-nous de nous définir par ce que nous avons et par ce que nous sommes, au lieu de toujours nous définir par manque, par défaut, par comparaison? Aujourd'hui, si je devais parler des architectures traditionnelles africaines, je ne parlerai pas d'abord des matériaux ou de formes, je parlerai de leur vraie force, le souffle vivant du patrimoine immatériel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même profiter pour vous remercier très sincèrement. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur mes différents réseaux. Ça fait super plaisir. Merci pour vos messages, vos commentaires, toujours intéressants. Vos critiques, vos abonnements, merci de faire vivre ce dialogue. Ce qu'on construit ici, c'est plus qu'une simple chaîne. C'est un espace d'échange, un espace d'idées qui va bientôt prendre des formes plus interactives. Dans cette vidéo, on va se poser des questions, formuler des hypothèses et peut-être ouvrir des pistes de réflexion. Je vous invite à noter ce qui vous parle, à donner votre avis. Je ne vous demande pas de voir les choses comme moi. Le but, ce n'est pas d'imposer une vérité, mais d'alimenter une discussion collective.
Je partage des idées, mais j'ai aussi envie d'apprendre des vôtres. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, votre avis compte. Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. La plupart de nos villes africaines contemporaines peinent à répondre aux besoins fondamentaux de leur population. Se loger dignement, se déplacer aisément, travailler, se divertir, assainir, et sont autant d'enjeux que nos villes tentent encore de maîtriser. C'est difficile, oui, mais c'est un processus en cours, souvent chaotique, parfois improvisé, mais nécessaire. On expérimente, on échoue, on se relève, on essaie autrement. Et c'est normal, aucune ville n'est née achevée. Penser une ville pour ceux qui l'habitent, transformer un territoire pour qu'il réponde à ces réalités, cela prend du temps, de la volonté et surtout une capacité à se remettre en question. Mais au cœur de cette transition, il y a des interrogations que nous ne pouvons pas esquiver. Suffirait-il de construire des routes, des immeubles, des infrastructures pour faire ville? Une ville africaine doit-elle ressembler à une ville européenne, asiatique ou américaine pour être considérée comme ville? Et si ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce qui ferait la singularité d'une ville africaine? Voilà le cœur du problème. Nos modèles urbains dominants ne sont pas africains. Ce sont des mélanges de styles, de matériaux importés, plaqués souvent, imposés à nos territoires. Ils restent le prolongement des fantasmes extérieurs déconnectés de nos réalités. Des modèles qui ne tiennent pas compte de nos structures sociales, culturelles, économiques ou même écologiques. On construit comme ailleurs sans se demander si cela a du sens. Heureusement, cette tendance est de plus en plus désavouée. Des architectes comme Mariam Kamara ou Francis Kéré, des urbanistes comme Sename Kofi, des acteurs de cinéma comme Hannah Bichler, des économistes comme Fel Winsar, des entrepreneurs comme Stan Zeze, des artistes, des écrivains, bref, toutes les disciplines participent à leur manière à ouvrir d'autres voies, à produire de nouveaux imaginaires qui ne se contentent plus de rattraper un prétendu retard, mais qui inventent ses propres langages. Nous vivons peut-être l'un des moments les plus déterminants de notre histoire. Nous avons aujourd'hui l'opportunité, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, de penser l'Afrique autrement. Non pas comme un terrain d'exploitation, mais comme une terre d'idées, une réserve de savoir, de culture, d'intelligence pratique trop souvent ignorée. Il est temps de sortir de la logique du copier-coller et de comprendre que l'architecture comme l'urbanisme ne sont pas des simples disciplines techniques. Ce sont aussi des réponses sociales, culturelles et humaines. Et pour construire des villes africaines cohérentes avec elles-mêmes, il faut remettre au centre ce que nous avons de plus précieux, notre patrimoine matériel, mais surtout immatériel. Je pense que la technique seule ne changera pas le sort de l'Afrique pour le bien des Africains. Nous disons aux problèmes techniques les solutions techniques, mais aux problèmes humains, aux enjeux écologiques et culturels, il faut autre chose. Des réponses ancrées dans nos territoires, dans nos façons de vivre, dans le rapport aux vivants. Alors, que faire concrètement? Faut-il pour valoriser notre patrimoine revenir à la terre, au bambou, à la paille? Ou bien continuer avec le béton, le verre, les tours, tout en essayant d'y coller des formes anciennes pour se donner bonne conscience? Je crois qu'il faut sortir de cette opposition stérile. Trop souvent, parler du patrimoine revient à répéter les formes du passé. Or, l'essence de nos architectures traditionnelles ne réside ni dans la terre, ni dans les toits pointus, ni dans les murs épais. Elle réside dans ce qu'elle portait, une intelligence du climat, une organisation sociale, un lien au territoire, un mode de vie. Ce sont ces logiques-là qui doivent nous inspirer. Ce que ces architectures nous apprennent, ce n'est pas seulement comment construire, mais comment habiter, comment cohabiter, comment faire avec peu, comment faire ensemble. Elles nous proposent une autre manière d'être au monde, une manière fondée sur le collectif, sur la sobriété, sur une certaine éthique du lieu. Le vrai enjeu n'est pas de savoir si ce patrimoine a existé. Il est là, encore vivant dans nos villages. La vraie question, c'est qu'allons-nous en faire? Pour parler des choses dont j'ai connaissance, je vais partir de mon propre vécu. J'ai eu la chance de passer une partie de mon enfance au village, puis un moment dans une petite ville, ensuite dans une ville plus grande, jusqu'à sortir du continent. Ce parcours m'a permis de capter certains codes de fonctionnement du village. Et en les comparant à ceux des grandes villes de mon pays, un constat m'a frappé. Il n'y a aucune continuité. Quitter le village pour aller en ville, c'est comme changer de monde, que ce soit sur le plan de la sociabilité, de la propriété, de l'organisation. Au début, je croyais que c'était normal, que c'était ça la ville. Un lieu forcément bruyant, désordonné sans agriculture où les maisons devaient être entassées, organisées autour des routes, et tout tournait autour de la voiture, même quand on n'en avait pas. J'ai remarqué aussi que chacun construisait comme il pouvait avec ses moyens, sans cohérence collective. Dans les quartiers, les espaces partagés étaient souvent très rares. On avait les lieux religieux pour les plus âgés et quelques terrains de foot pour les jeunes. Tout le reste était individualisé. Bien sûr, il y avait aussi des marchés. Mais ce qui me gênait vraiment, c'était ce que je voyais au fil du temps.
Plus les villes étaient grandes, plus elles devenaient invivables. Plus d'insalubrité, plus d'embouteillages, plus de pollution, moins de nature. Même les coins les plus improbables étaient occupés. Puis venait la saison des pluies, avec son lot d'inondations, d'insalubrité, tout ce que vous savez. L'impression que j'avais, c'est que la ville était utilisée par tout le monde et personne ne s'y reconnaissait. Je voyais des gens jeter les ordures dans la rue, comme si ce lieu n'était à personne. À côté, la gestion de déchets, c'était quasi inexistant. Des problèmes énergétiques, une chaleur étouffante dans les maisons et un mal-être social presque généralisé. À un moment, je me suis posé une question. Comment peut-on ramener le calme, la convivialité, la propriété du village, bref, tout ce qu'il y a de meilleur dans les villages pour résoudre les problèmes de la ville? Pourquoi les lotissements urbains ne prévoyaient pas à l'échelle des quartiers des zones de production collective, que ce soit dans l'agriculture ou autre? Pourquoi ne pas intégrer dans chaque quartier des zones agricoles, d'élevage et d'autres activités qui permettent aux populations de vivre de leur propre production, où les habitants pourraient cultiver ensemble fruits et légumes par exemple? Quand j'étais petit, au village, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas besoin d'acheter. C'était le village qui nourrissait la ville. Aujourd'hui, ces mêmes villages comptent sur la ville pour se nourrir. Les villes, elles, sont tournées vers les importations. Et le renversement de situation. Je me suis aussi demandé pourquoi on voyait plus de gens dormir dans la rue en ville, là où on trouve pourtant plus d'architectes, d'ingénieurs, d'experts, alors qu'au village, sans techniciens spécialisés, tout le monde parvenait à se construire un abri. Bon, c'est vrai, il y a plus d'espace libre aussi au village, mais même là-bas, personne ne construit une maison seule. Et c'est peut-être là que se cache l'un des secrets que nous devrions réintégrer dans notre réflexion sur la ville d'aujourd'hui. Au village, ce n'est pas la route qui définissait l'emplacement des maisons. Les codes étaient différents, l'orientation des maisons, leur taille, leur agencement. Tout obéissait à une logique précise, souvent invisible mais bien présente. C'était des architectures vivantes. On refaisait les murs avant la saison des pluies, on réparait les toits, on entretenait les lieux sacrés. Rien n'était figé, tout évoluait en fonction des saisons, des cycles de vie, des rituels. Je pense que imaginer refaire sa maison chaque année avec notre regard du contemporain peut paraître étrange, voire délicat. Mais si l'on décentre un peu notre regard, on peut y voir autre chose. Une occasion de se retrouver, de partager, de vivre un moment collectif. Un moment où tout le quartier se mobilise, où les voisins se rencontrent, échangent, coopèrent. Et c'est là que je perçois un autre paradoxe de nos villes contemporaines. C'est justement là où les populations sont les plus nombreuses que nous vivons les plus isolés. Est-ce pas un problème? Ne pensez-vous pas que nous avons des choses à apprendre du passé, ou du moins des villages authentiques? Ce qui me touche le plus dans ces architectures traditionnelles, c'est la manière dont on construisait ensemble. Tout le monde y participait. Même les malades s'installaient à côté du chantier pour participer symboliquement. Ce n'était pas juste une construction, c'était une école, un espace d'apprentissage, de transmission, de responsabilité. On apprenait à bâtir, mais aussi à vivre ensemble, à être responsable de l'espace commun. Et cette logique devrait nous ramener à nous interroger, chacun de nous, sur notre engagement dans la vie de nos villes. La co-construction, la participation sont devenues des exceptions. Une ou deux personnes décident pour des milliers, ils détruisent, construisent, déplacent. Et nous, on s'adapte, on subit, on loue, on s'installe sans vraiment comprendre ce qui a été pensé avant notre arrivée. Est-ce normal? Est-ce que vous vous reconnaissez vraiment dans votre ville? Si la réponse est non, alors il y a un problème. Parce que quand on ne se reconnaît pas dans un lieu, on cesse de s'y investir, on cesse de le protéger. La ville devient un décor étranger, sans âme, sans propriétaire. L'espace public devient un non-lieu, un endroit où, sans règles, sans lien, on ne respecte plus rien, non pas par méchanceté, mais parce qu'on ne se sent pas concerné. C'est pour cela que je crois profondément à la nécessité de revisiter les savoirs du passé. Je pense qu'il est important de renouer avec cette idée simple mais puissante. Construire ensemble. L'architecte, l'urbaniste, l'ingénieur, ils devraient devenir les facilitateurs, des pédagogues, des médiateurs, des personnes capables de faire émerger une intelligence collective. C'est pourquoi je voudrais vous parler de l'Africaine d'architecture, une initiative portée par Sename Kofi Agbodjino au Togo à réponse aux villes intelligentes à la mode. Lui milite pour la formation des citoyens intelligents, des communautés conscientes de leur pouvoir d'agir et de bâtir ensemble. L'approche qu'il appelle le néo-vernaculaire s'inspire des structures sociales et spatiales du village. Il repense la ville non pas comme un centre imposé d'en haut, mais comme une constellation de micro-communautés auto-organisées. Il mobilise les jeunes pour les faire réfléchir aux besoins réels de leur territoire. Il croise les disciplines artisans, designers, informaticiens, sociologues. Ensemble, ils conçoivent des outils concrets pour améliorer la vie des habitants. Nous avons nous aussi des formes contemporaines comme les taxes que nous payons pour la gestion et l'entretien des communs, mais je pense que nous pouvons partir au-delà. Responsabiliser chacun à l'échelle de sa maison, de son secteur, de son quartier, de sa ville, pour qu'il puisse s'y reconnaître,
en prendre soin. L'idée du néo-vernaculaire, c'est ceci. Puisque le village est plus petit que la ville, alors il suffit de multiplier le village pour couvrir la ville. Aujourd'hui, cette idée a déjà été appliquée dans 2 quartiers et elle continue de s'étendre. Comment procède-t-il? Il mobilise les jeunes, d'ailleurs très jeunes, pour les sensibiliser aux différents problèmes de leur quartier, insalubrité, accès aux services, etc. À partir de là, les habitants, toutes les disciplines confondues, se réunissent pour concevoir l'outil le plus utile pour eux. Par exemple, sur les déchets, une application permettant de visualiser les déchets valorisables pour produire du compost, par exemple. Ce qui est essentiel ici, c'est que l'outil appartient aux habitants. Ce n'est pas une entreprise éloignée de ce que vivent ces populations qui dicte les solutions toutes faites. Et si un jour cet outil ne fonctionne plus, ils peuvent l'adapter eux-mêmes. C'est une manière concrète de s'inspirer du village pour appliquer des principes participatifs à l'échelle de la ville tout en humanisant la technologie. Autre volet, c'est l'agriculture urbaine. Au sein de l'Africaine d'architecture, il recense des espaces libres dans les quartiers, anciens dépotoirs ou des cours prêtés par des particuliers et les transforme en potagers collectifs. Cela permet non seulement de réintroduire l'agriculture dans les villes, produire une partie de la consommation locale, voire en vendre le surplus s'il y en a. Mais surtout, cela renforce aussi les liens humains. La ville redevient ce qu'elle devrait être, une œuvre collective et lieu de vie, de relations et de production partagée. C'est une des pistes que je trouve intéressante et qui mérite d'être partagée, explorée, approfondie. Une vraie alternative aux bidonvilles que nous avons tant de mal à résorber aujourd'hui. Alors oui, je le dis sans détour. Je crois que la solution pour nos villes africaines ne viendra pas des modèles importés ni des smart cities construites à coups de milliards pour des fins exclusivement économiques. Je pense qu'elle viendra de ceux qui, localement, comprennent le tissu social, respectent les savoirs traditionnels et savent mobiliser le patrimoine matériel et immatériel pour construire ensemble. C'est à cela que je vais vous inviter, à sortir de la prison des matériaux pour revenir à l'essentiel, notre patrimoine immatériel. Je sais qu'il y a encore beaucoup à dire, mais j'espère vous avoir transmis une petite partie. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir la plateforme L'Africaine d'architecture et surtout à continuer la réflexion entre vous, chez vous, dans vos quartiers. Donnez votre point de vue, exprimez-vous et surtout partagez tout cela dans les commentaires. Merci à vous, nous sommes de plus en plus nombreux et ça me donne de la force. Ça me montre qu'il est possible de faire émerger une autre manière de penser nos espaces, des espaces que nous avons toutes et tous le droit légitime de questionner, d'imaginer et de discuter. C'était Toka pour Coursidon.c pour vous servir. Allez, à très vite.